Je suis très à l'aise pour parler du bilan des 6 années de règne du président Macky Sall à la tête de la République du Sénégal. Et pour cela, il me plaît de faire une petite rétrospective. Car comme vous le savez, un bilan ne saurait être pertinent sans une situation de référence. Vous savez qu'en 2012, le président de la République, son Excellence Macky Sall, pendant qu'il était candidat, avait, à la suite du diagnostic rigoureux qu'il avait réalisé pour le Sénégal, il avait élaboré un programme de campagne intitulé Yoonu Yokkute et que les Sénégalais ont plébiscité en 2012. Ce programme Yoonu Yokkute intégrait 5 axes qui, par la suite, et on aura l'occasion d'en reparler, ont été reformatés en 3 axes à travers le plan Sénégal émergent. Alors, à la prise du pouvoir, nous avions trouvé un pays en désordre, dans tous les domaines. Désordre dans le domaine des institutions, ce qui faisait voir un pays sans autorité. Désordre dans le domaine des valeurs, désordre dans le domaine économique, social, dans le domaine de la gouvernance et même dans la diplomatie. Nous avions trouvé un pays avec une économie en décadence. En témoigne la dégradation de la culture arachidière qui était pendant longtemps le levier de notre développement agricole. Nous avions également trouvé un pays dans lequel les petites et moyennes entreprises utilisant l'électricité étaient sur le point de la faillite par le simple fait des délestages sempiternels, impactant ainsi l'auto-emploi dans le mauvais sens, des grandes entreprises qui sont du reste numéro 1 dans leur domaine d'activité, donc tirant en grande partie l'économie du Sénégal, voyaient leurs activités au ralenti et leur compétitivité à la baisse par le simple fait du déficit en énergie. Par exemple, dans le cadre de l'aviculture, les grandes entreprises qui avaient un besoin énorme en électricité pour la culture des volailles voyaient de jour en jour leurs produits périr par le simple fait d'absence d'électricité. Et également, sur le plan du pouvoir d'achat des Sénégalais, nous avons trouvé un pays en décadence. En décadence dans la mesure où nous n'avons jamais connu un taux d'inflation des prix des denrées de première nécessité aussi élevé qu'entre 2000 et 2012. Pour certaines denrées, ce taux d'inflation a même atteint 100% en 12 ans. En 2012, nous avions également trouvé un Sénégal divisé en 2, à savoir une partie
appelé et considéré comme étant le Sénégal utile, qui était représenté le long du littoral, de Dakar à Saint-Louis, en touchant un petit peu Thiès, Louga et les villes environnantes, où plus de 80% des ressources du pays étaient investies. L'autre partie du Sénégal, considérée comme étant le Sénégal inutile, ne bénéficiait que de 20% des ressources du pays en termes d'investissement en infrastructure, en termes d'appui à l'agriculture, en termes de tout simplement de citoyenneté. Je veux parler de ce concept qui disait un Sénégal du chaos et un Sénégal du tar. Pour parler ainsi. Nous avions également trouvé un Sénégal avec des chantiers à l'arrêt par le simple fait d'un très mauvais montage financier. Je vais donner le cas de l'aéroport international Blaise Diagne qui est resté 10 ans sans évolution. Nous avions trouvé également un Sénégal où l'éducation faisait l'objet de bluffs et de leurres, à savoir des universités étaient créées tout simplement par décret, mais n'existaient physiquement qu'à travers la location de lieux ou l'utilisation de locaux préalablement destinés à autre chose. Nous avions trouvé un Sénégal où plus de 5000 bacheliers étaient laissés en rade sans être orientés dans aucune université ou aucune école supérieure. Nous avions également trouvé un Sénégal où certaines franges de la société, certaines catégories de la société qui sont les plus fragiles par le simple fait, pour certains, de leur sexe et pour d'autres, de leur handicap physique, qui étaient laissés pour compte. Les femmes des villages étaient obligées de faire face tous les jours à des activités laborieuses qui leur prenaient du temps, les empêchant ainsi de s'occuper de leur famille ou de s'occuper des enfants. Et d'un autre côté, des handicapés qui, par le simple fait qu'ils sont victimes d'un accident ou simplement de leur destin, étaient considérés comme des citoyens à part. Nous avions également trouvé un Sénégal où l'État avait arrêté de contribuer à la création d'emplois depuis belle lurette, et également un Sénégal où le train de vie de l'État était largement supérieur à sa capacité à générer de la richesse. Et bien d'autres mots que nous avons trouvés sur place et auxquels il fallait faire face. Je passe sur beaucoup d'autres éléments qui ont fait l'objet de plusieurs revendications des Sénégalais. Je veux parler des enseignants, je veux parler des fonctionnaires de la santé, je veux parler des retraités. Sur le plan diplomatique, nous avions trouvé un Sénégal qui avait fini de ternir son image sur le plan international par l'arrogance, mais également par la maladresse ou par tout simplement l'insuffisance de capacité
de ceux-là qui avaient la charge du rayonnement international de notre pays. À la prise du pouvoir, le président Macky Sall, accompagné par nos alliés, aussi bien des partis politiques que de la société civile, s'est tout de suite mis au travail. Avec en face de lui plusieurs urgences dont chacune pour constituer une priorité. Il s'est d'abord attaqué au rehaussement du pouvoir d'achat des Sénégalais pour anéantir la souffrance quotidienne de nos concitoyens qui étaient exposés à leur incapacité à faire face à leurs contraintes quotidiennes. C'est ainsi qu'il baissa le prix des denrées de première nécessité. Non seulement il le fait, mais également il bloque ses prix. Nonobstant l'inflation sur le plan international de certains paramètres qui forcément influent sur le prix des denrées de première nécessité. Rappelez-vous également que son prédécesseur, conscient de l'état macabre Découvrez les toutes nouvelles pages d'avis pour vidéos de Vimeo. Avec nos nouvelles pages d'avis, échangez des notes sur vos vidéos. De l'état macabre du pays dans lequel était le pays à la prise de pouvoir du président Macky Sall. Donc son prédécesseur disait, à qui voulait l'entendre, que si Macky Sall était élu, que les fonctionnaires resteraient 2 mois sans salaire. La réponse à cette affirmation de son prédécesseur était non seulement de préserver les salaires et de les payer, mais en plus de les prendre comme un paramètre, n'est-ce pas, dans son ambition de rehausser le pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est ainsi qu'il a pris la décision de renoncer aux impôts sur les salaires, augmentant ainsi le pouvoir d'achat des Sénégalais de 15 000 à 90 000. Toujours dans le cadre du rehaussement du pouvoir d'achat des Sénégalais, il a procédé à l'augmentation des pensions de retraite à hauteur de 40%. Il a également permis à un segment de Sénégalais qui n'ont jamais bénéficié des ressources de l'État, parce que tout simplement, étant des femmes dont le mari a disparu, avec des orphelins à leur charge, n'ayant pas la possibilité de trouver un emploi par le simple fait qu'elles n'ont pas bénéficié d'une formation requise et qu'elles ne sont pas dans un environnement leur permettant de créer de la richesse, ce segment de la population a été également pris en charge par le président Macky Sall. Et c'est ainsi qu'à nos jours, 300 000 familles bénéficient de la bourse familiale.
Dans le cadre de l'augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais, il a également procédé à la baisse du prix du carburant d'au moins de 100 francs. Et tout ceci et bien d'autres choses ont été possibles grâce à sa ferme volonté de réduire le train de vie de l'État. C'est ainsi que plusieurs agences ont été supprimées. Certains privilèges jadis accordés aux ministres ont été supprimés. Le salaire de beaucoup de directeurs généraux ont été revus à la baisse, mais également un audit de la fonction publique a été réalisé, lequel audit d'ailleurs a permis de déceler 3467 agents en situation irrégulière, dont 2298 introuvables. Il a également procédé à une rationalisation des logements de fonction, mais également à la suppression de plus de 600 lignes de téléphone qui étaient utilisées sur le dos des Sénégalais. Donc, toutes ces économies lui ont permis de créer de nouveaux segments de citoyens sénégalais désormais pouvant bénéficier des ressources de l'État à travers la bourse familiale de solidarité, je l'ai dit tout à l'heure, mais également à travers la couverture maladie universelle. C'est ainsi que il a permis aux couples d'avoir une quiétude en ce qui concerne les charges liées à la césarienne, mais également permis à certains de nos concitoyens malades de pouvoir bénéficier de la gratuité de la dialyse. Sur le plan de l'éducation, nous avons, je vous l'ai dit, trouvé cette situation de lycéens laissés en rade. Le président de la République, président son Excellence Macky Sall, a tout de suite pris la décision de les intégrer dans des écoles privées pour leur permettre de poursuivre leurs études et de développer leur employabilité. Je rappelle également que plusieurs écoles étaient créées de manière virtuelle, si ce n'est que par des classes appelées des abris provisoires, qui étaient au nombre de plus de 6000 à travers le pays. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, s'est tout de suite attaqué à ce fléau-là, et aujourd'hui, les abris provisoires ont été réduits à hauteur d'au moins 60% pour les Le président de la République, après avoir fait le constat d'une croissance exponentielle des diplômés chômeurs, ayant constaté que le secteur privé, qui est désormais porteur du développement,
exprime de plus en plus son besoin en personnel qualifié. Face à ce paradoxe, il a mis en chantier d'importants programmes avec comme objectif de changer radicalement le paradigme de notre système d'éducation, qui, du reste, était orienté vers la formation dans des domaines plutôt que une formation vers des métiers. Pour exemple, plus de 70% de nos étudiants étaient dans des secteurs littéraires ou alors dans des domaines qui ne sont pas nécessairement ceux qui correspondent aux besoins de développement. C'est ainsi qu'il a mis en place un programme de construction de 14 lycées professionnels. Et j'aime autant vous dire qu'entre 2012 et 2016, plus de 132 milliards ont été investis dans l'éducation nationale. Dans cette courte période également, le président de la République a construit 21 lycées qui sont financés par l'État. Parce que n'oubliez pas que nous avons trouvé un système basé sur des mécanismes de financement orientés résolument vers l'emprunt ou les dons par le simple fait de la faiblesse du budget d'investissement de l'État. Et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, 21 lycées ont été construits avec le financement de l'État. Toujours dans le domaine de l'éducation, le président de la République a fait aussi le constat d'une injustice. Et cette injustice-là, dans le domaine de l'éducation, s'exprimait à travers la disparité qu'il y avait entre la considération de l'école dite française et les Dara. Or, donc, l'on s'aperçoit qu'une grande frange des acteurs économiques les plus déterminants dans notre pays est issue des Dara. C'est ainsi qu'il a construit en 5 ans 12 Dara modernes, dont les 11, encore une fois, ont été entièrement financés par le budget de l'État. Toujours dans sa volonté de réduire les inégalités, il a fait le constat que les enfants de la deuxième partie du Sénégal que j'ai décrite plus haut, à savoir celle-là qui est appelée le Sénégal inutile, il avait fait le constat que les enfants issus de cette deuxième partie n'ont pas les mêmes chances de réussite que ceux-là qui sont dans l'autre partie du Sénégal appelée le Sénégal utile. C'est ainsi que pour faciliter l'accès à l'éducation de ces enfants, qu'en 6 ans, le président de la République a construit 7814 salles de classe, sans compter les abris provisoires qui ont été remplacés
par des bâtiments. Dans sa logique de changement des paradigmes dans le domaine de l'éducation, afin de promouvoir l'employabilité des jeunes, le président de la République a mis en place d'importants programmes dans le domaine de l'enseignement supérieur à l'effet de faciliter la mise en œuvre effective du système LMD. Comme vous le savez, le système LMD est devenu aujourd'hui un instrument mondial permettant aux étudiants d'être employables dès la fin de leur cursus par le fait de leur implication plus active dans leur formation, mais également par une revue efficace de l'architecture des programmes en conformité avec les capacités requises pour tel ou tel métier dans l'entreprise. Bien d'autres réalisations ont été faites par le président de la République dans le cadre de l'éducation. Pour parler de l'enseignement supérieur, le président de la République a posé la première pierre de 2 universités, du Sine Saloum et de Diamniadio. Et je précise que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'une université ait pensé un projet y afférent, élaboré, les ressources nécessaires pour leur construction mobilisées et le chantier démarré en l'espace de 3 ans. N'oubliez pas que l'université Gaston Berger a mis quasiment 10 ans entre sa conception et son opérationnalisation. Le président de la République a également réorienté l'enseignement supérieur vers les métiers requis, les métiers qui répondent à notre situation économique, mais également nos besoins de développement, tout en anticipant dans certains secteurs comme le pétrole et le gaz. C'est ainsi que l'université du pétrole a été conçue et les ressources mobilisées, les partenaires trouvés dans la perspective de pourvoir le secteur privé qui sûrement va avoir à disposition d'énormes opportunités tournant autour du pétrole, pourvoir donc à ces entreprises-là du personnel qualifié, formé au Sénégal et devant travailler pour le Sénégal. C'est ainsi que plus de 2000 jeunes sont actuellement en cours de formation dans les métiers du pétrole. Mais également, le président de la République a pu intégrer dans les contrats de financement nous liant
avec des partenaires étrangers, soit l'impératif d'utiliser l'expertise nationale au cas où elle existe, et dans le cas contraire, il a intégré une clause obligeant, quel que soit l'investisseur, d'approvisionner, de mobiliser des ressources pour la formation dans la perspective de pourvoir le Sénégal en ces métiers-là qui sont nécessaires pour un certain nombre de chantiers ou dans certains secteurs économiques déterminés. Il y a bien d'autres choses qui sont réalisées dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je veux dire, l'université virtuelle a été créée. La dématérialisation des inscriptions à l'université, parce que vous saviez qu'avant l'arrivée du président de la République Macky Sall, l'étudiant de Tamba voulant s'inscrire à l'université Cheikh Anta Diop était obligé de se déplacer, payer son transport, et si d'aventure il n'avait pas de famille à Dakar, mobiliser des ressources pour payer son hébergement à l'hôtel, ou alors dormir dans des conditions pas catholiques. En tout cas, il a permis désormais à tout étudiant, où qu'il soit, de pouvoir manifester son besoin d'inscription dans l'enseignement supérieur après l'obtention du bac via Internet. Ce qui nous a fait réaliser des économies énormes en termes de pouvoir d'achat des populations. De manière générale, dans les infrastructures dites structurantes, 726 milliards ont été investis. C'est pourquoi je dis souvent que nous sommes très loin d'être nihilistes. Nous savons que le régime précédent a fourni des efforts, même si l'efficience des ressources n'était pas forcément au rendez-vous. 726 milliards en 2000 et 2011, correspondant ainsi à une moyenne annuelle de 60 milliards d'investissements dans les infrastructures entre 2000 et 2011. Or, entre 2012, c'est-à-dire à l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, entre 2012 et 2016 seulement, donc en 4 ans, 840 milliards ont été investis dans les infrastructures, ce qui donne une moyenne annuelle de 198 milliards d'investissements dans les infrastructures par an. Autrement dit, en 4 ans, le président Macky Sall a investi dans les infrastructures 3 fois plus que ce qu'avait fait son prédécesseur en 12 ans. Je vous laisse en tirer les conclusions. Je peux citer quelques exemples. Par exemple, dans les infrastructures routières, le tronçon Dinguiraye-Nioro-Keur Aïb, les habitants de cette localité, ils ne diront pas le contraire. Le tronçon Fatick-Kaolack, ceux qui ont pu se rendre
au Magal de Porokhan s'en sont aperçus. Le tronçon Tamba-Dialokoto, le tronçon Touba-Dara, le tronçon Kédougou-Salamata, qui nécessitait quasiment 20 heures pour faire 80 km. Aujourd'hui, en moins d'une heure, on relie Kédougou à Salamata grâce au président Macky Sall. Je peux dire la même chose dans les infrastructures visant à désenclaver certaines localités, par exemple les ponts. Entre 2000 et 2011, nos prédécesseurs ont construit quand même 11 ponts, ce qui correspond à une moyenne de 1 pont par an. Entre 2012 et 2017, le président Macky Sall en a construit 12, correspondant ainsi à une moyenne de 3 ponts par an. Je n'ai pas besoin de faire le rapport. Toujours dans les infrastructures routières, le président Macky Sall, en 5 ans, a construit 125 km linéaires en autoroute. C'est extrêmement important. Et en route court, il a pu construire 135 km de route goudronnée. Vous avez sûrement également entendu parler du PUDC, qui a permis, dans son volet construction de pistes, à beaucoup de nos compatriotes qui, avant, étaient coupés du reste du monde à partir de la tombée de la première pluie, donc étaient contraints de rester dans leur village et se voyaient face à eux l'impossibilité, ne serait-ce que d'aller dans les loumes afin de générer des ressources leur permettant de vivre. Le président Macky Sall, à son arrivée, a construit plus de 1300 km de pistes rurales, permettant aux villages de pouvoir être liés au reste du monde. Toujours dans le cadre de ce PUDC, dans sa générosité et dans son esprit d'équité, le président de la République avait fait le constat des travaux laborieux auxquels les femmes de nos villages étaient confrontées quotidiennement. Je veux dire, à piler le mil et bien d'autres choses, à puiser de l'eau au puits des villages à travers le PUDC, d'importants lots de matériel leur permettant de piler le mil, leur permettant de fabriquer de la pâte d'arachide. Et même aujourd'hui, ce qui jadis avait disparu dans la chaîne des valeurs de l'agriculture a revu le jour. Il s'agit de l'huile ségale, qui du reste qui est de l'huile qui est fabriquée de manière artisanale avec la graine d'arachide. Aujourd'hui, les villages qui n'ont jamais vu de l'électricité et qui des fois étaient exposés à des risques d'incendie par le fait de l'utilisation de la bougie
dans lesquels villages également les enfants ne disposaient pas d'éclairage leur permettant de voir de manière lisible leurs cours et d'apprendre leurs leçons. Ces villages aujourd'hui ont bénéficié d'électricité grâce aux différents programmes, le PUDC, mais également des programmes initiés par nos partenaires au développement. Ce qui me permet de revenir un peu dans le domaine de l'énergie, en particulier de l'électricité. De 1960 à 2012, la puissance électrique produite, la capacité de production de la Sénélec a été doublée entre 2012 et 2016. Comment? Par une rationalisation du secteur, mais également par la mise en place du mix énergie. C'est ainsi que plusieurs champs solaires ont été mis en place par le président Macky Sall, mais ceci n'était pas suffisant pour garantir l'approvisionnement en électricité en quantité et en qualité. Et je vous rappelle que le support de transport de l'électricité que nous avons trouvé en place était là depuis nos indépendances. Et vous savez pertinemment que ce genre de matériaux ne peuvent pas échapper à la contrainte de la vétusté, mais également de tout simplement de la pourriture pour certains fils. C'est ainsi qu'un important programme est initié et c'est pourquoi vous voyez partout dans les villes des canaux qui sont creusés afin de remplacer le support de transport qui était des fils externes par des supports beaucoup plus adaptés, mais cette fois-ci en souterrain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons pu, avec plaisir, réaliser cette interview avec vous, sans être dérangé par le bruit des groupes électrogènes, mais également avec quiétude face au risque de délestage, ce qui n'était pas envisageable avant la prise de pouvoir par le président Macky Sall. Et dans le domaine de l'énergie également, et toujours en corrélation avec sa volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais, il a procédé à la réduction du prix de l'électricité. Dans le domaine social, le président de la République s'est d'abord attaqué à ce qui nous semble très important dans la vie de tout compatriote, c'est la religion. Les cités religieuses qui faisaient l'attraction de plusieurs fidèles et qui font l'attraction de plusieurs fidèles à l'occasion de certaines manifestations se sont vues modernisées par le président de la République. Aussi bien Touba, Tivaouane, chez les Niassènes, Medina, Yoff, chez les Layènes, la communauté catholique
également, tous ont bénéficié de la modernisation des cités religieuses. Et au passage, au nom des Pikinois, je salue la générosité du président de la République qui nous a reconstruit notre mosquée qui est un patrimoine historique pour Pikine. Je veux dire la grande mosquée de Pikine. Il s'est d'abord attaqué donc, aux cités religieuses dans le cadre de leur modernisation. Le président de la République a également, par respect à la croyance des Sénégalais, il a fait du lendemain du Magal un jour férié, en hommage mérité à Serigne Touba, qui, s'il est de besoin de le rappeler, était un combattant, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Sur le plan social également, le président de la République a donné de la dignité à nos chers compatriotes handicapés physiques en mettant en place la carte d'égalité des chances qui leur permet d'être pris en charge en cas de maladie, mais également de bénéficier d'autres avantages, mais aussi d'être automatiquement bénéficiaires de la bourse familiale de solidarité. Toujours sur le plan social, le président de la République a de manière exponentielle augmenté le nombre de manifestations religieuses agréées par l'État. Vous savez que l'État du Sénégal appuie les manifestations religieuses significatives, entre guillemets, tous les ans. Et à cet effet-là, un certain nombre, pour en bénéficier, il faudrait être agréé. Mais aujourd'hui, je puis presque vous dire que l'agrément se fait de manière spontanée, car partout où il y a des manifestations, non seulement il appuie financièrement, mais il met en place une délégation gouvernementale pour représenter l'État, ce qui me semble extrêmement important. Bien d'autres choses également ont été réalisées dans le domaine social. Mais je voudrais parler de la gouvernance. Vous savez bien qu'avant l'arrivée du président Macky Sall, il était même arrivé qu'un concept fasse l'objet de promotion. Et ce concept-là, c'était que Khalis, ken du ko liggéey dañ koy lijjanti. Autrement dit, ce concept visait à dévaloriser le travail au profit des stratégies de courte échelle, menant certains à braver la loi pour s'enrichir. Vous avez vu que du point de vue foncier, tout simplement, de multiples troubles ont été occasionnés sous le régime précédent par le simple fait de la boulimie foncière de certains acteurs du gouvernement que nous avons remplacé. C'est pourquoi le président de la République, dès son arrivée, a mis en place une commission devant réfléchir sur, n'est-ce pas, la gestion du foncier. Et il est allé encore beaucoup plus loin en prenant la mesure permettant à tout Sénégalais bénéficiaire de permis d'occuper de pouvoir accéder au titre foncier, lui permettant
d'accroître ses garanties bancaires si de besoin, mais également de revaloriser leurs biens immobiliers à l'effet d'une vente éventuelle ou alors, en tout cas, d'un héritage éventuel. C'est pour vous dire que dans le mode de gouvernance, le président de la République a tenu à ce que certaines inégalités soient d'abord rétablies, mais en plus, il a mis en place des instruments à vocation de veiller à l'intégrité et à la probité morale de ceux-là qui travaillent pour l'administration sénégalaise. C'est ainsi qu'il a mis en place l'organe de lutte contre la corruption, l'Office national, l'OFNAC. C'est ainsi également que de manière responsable, il a réactivé la CREI, qui du reste a été mise en place par son Excellence, l'ancien président de la République, Abdou Diouf, laquelle CREI a été maintenue par son prédécesseur Abdoulaye Wade, mais laquelle CREI également était inactive pour des raisons qui ne font pas l'objet de notre interview. Toujours est-il qu'à un moment donné de notre histoire, l'ancien président de la République avait estimé nécessaire de mettre en place un organe judiciaire efficace et avec comme vocation de réduire de manière drastique la corruption, n'est-ce pas, dans l'administration. Le président de la République a également libéré l'inspection générale d'État, qui fait son travail de manière indépendante, mais également il a amené des changements dans le format de notre juridiction, avec la possibilité à l'Assemblée nationale de proposer des membres du Conseil constitutionnel, en élargissant également le champ d'action de la Cour des comptes, mais également en essayant de décongestionner un tout petit peu les prisons avec la construction de nouveaux bâtiments permettant à ces citoyens sous détention judiciaire de vivre décemment, mais également beaucoup d'autres réformes sur le plan pénal visant à rendre plus de liberté et plus de droits aux Sénégalais. C'est ainsi que, aujourd'hui, la justice sénégalaise qui a fait l'objet d'une enquête qui a révélé que plus de 60% des Sénégalais sont d'accord sur l'efficacité et l'indépendance de la justice sénégalaise. Il a mis en place également une école de formation de nos magistrats, formation adaptée à notre système social, mais également aux droits, tout simplement. Le président de la République également, dans ses 5 ans de règne, a opéré d'autres changements dans le domaine, tout simplement, de la répartition des ressources nationales. Si vous prenez une région comme Sédhiou, depuis les indépendances jusqu'en 2012, vous ne pouviez pas voir 1 kilomètre de route goudronnée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il a également, dans sa vision de rétablir l'équité, il a mis en place l'acte 3 de la décentralisation,
car vous savez, avant cela, le Sénégal était divisé en deux parties. Je l'ai dit plus haut, le Sénégal rural et le Sénégal citadin. C'est pour cela qu'on parlait de communauté rurale et de commune. Ce qui est une injustice, parce qu'il n'existe qu'un Sénégal peuplé de Sénégalais qui sont tous égaux devant la loi et qui sont en droit de revendiquer également, de bénéficier, n'est-ce pas, des ressources de l'État. Ainsi, donc, l'acte 3 de la décentralisation consacre la communalisation intégrale. Autrement dit, l'habitant de Yang Yang, qui était obligé de se déplacer jusqu'à Touba pour avoir un extrait de naissance, peut désormais l'obtenir à partir de sa commune. Il a également revu les compétences affectées aux communes, ce qui est une manière pour lui de territorialiser le plan Sénégal émergent, qui, comme je vous l'ai dit, j'avais dit que je vais y revenir succinctement, qui est devenu le référentiel économique et de gouvernance du Sénégal. C'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal que nous avons opéré une rupture avec ce mode de gouvernance traditionnel, avec ce mode de pilotage archaïque qui était guidé par la gouvernance à vue. Ce qui nous a retardé jusque-là, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui heureux d'avoir à disposition un plan qui du reste transcende au moins 3 mandatures de président de la République. Et ce plan Sénégal émergent est tout simplement articulé sur 3 axes qui sont les axes majeurs de tout pays en voie de développement, à savoir mettre en place une économie structurante, développer le capital humain, mais également veiller à la bonne gouvernance de la chose publique. Vous savez également que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, un président de la République construit une ville. Je vous parlais de Diamniadio. Il y a 20 ans, personne ne pensait acheter un lopin de terre dans la zone rurale de Diamniadio, qui aujourd'hui fait l'objet d'une attraction tant du point de vue national que du point de vue international par des investisseurs qui aujourd'hui sont finis d'être convaincus de la stabilité de notre pays, de la crédibilité de notre économie, mais également des bonnes perspectives. En témoigne l'accroissement progressif du taux de croissance économique de notre pays, mais également les places que le Sénégal gagne de plus en plus dans la cotation Doing Business en termes de réformes pour booster l'emploi. Le président de la République a procédé à 2 grandes orientations. La première grande orientation est inspirée par le fait que le développement est pris en charge par le secteur privé. Et avec le constat de la difficulté des entreprises à accéder au financement par l'absence de garanties requises, mais également par l'absence de banques de développement. Vous savez que nos banques à disposition sont des banques commerciales, donc avec des ressources courtes, ne leur permettant pas de s'engager sur des financements longs. Et vous savez que
le haut du bilan nécessite des financements longs afin de permettre à l'entreprise de pouvoir se développer, accroître sa compétitivité, mais également faire face à ses créances de la manière la plus paisible possible. Et pour cela, il a mis en place le FONGIP qui apporte une garantie complémentaire aux entreprises, mais également il a mis en place la BNDE qui a pour vocation d'accompagner les entreprises. Donc, ce qui va accroître la compétitivité des entreprises. Donc, nécessairement, la conséquence, c'est le besoin de recrutement et également, en face, l'autre orientation, c'est de pouvoir à cette entreprise-là le mot industrialiste correspondant réellement à son besoin par la réorientation de la formation vers les métiers. Globalement, le temps est court, on me le signale, donc je suis obligé de, pas de résumer, mais tout simplement de dire que le premier changement opéré par le président de la République a été dans la mobilisation des ressources par les réformes dont j'ai parlé tantôt, premièrement. Deuxièmement, l'optimisation des financements avec des crédits beaucoup plus intelligents. Le changement de paradigme dans la répartition géographique des infrastructures de l'État en inversant les choses avec d'importants programmes pour le monde rural, le PUDC, le PUMA, mais également avec un programme de maintien des acquis et de la promotion des acquis en termes d'infrastructures, le programme Promoville pour les villes. Il a également changé le paradigme dans le monde, dans le domaine social, mais et surtout dans le domaine agricole. Pour la première fois au Sénégal, nous atteignons une production d'arachide de 1 400 000 tonnes, alors que lorsqu'il accédait au pouvoir, on avait du mal à atteindre 400 000 tonnes. Par une politique efficace, d'abord par la revalorisation du capital semencier, qui est passé de 6 000 tonnes à plus de, aujourd'hui, 60 000 tonnes, mais également par la semi-industrialisation progressive de l'agricole, par la dotation d'attelage agricole aux paysans, mais également par une revalorisation des sols avec de lourds investissements dans les produits fertilisants, ce qui peut nous permettre d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, qui est un credo qui tient le président de la République à cœur. Je dirais que c'est vrai, 5 ans c'est court, mais ce qu'il a fait en 5 ans suffisait pour quelqu'un qui a fait 12 ans au Sénégal, n'est-ce pas, pour défendre, pour revendiquer la confiance des Sénégalais. Et je suis sûr que l'intelligence électorale dont les Sénégalais ont toujours fait montre ne manquera pas au rendez-vous de 2019. Et je suis sûr que si c'est le cas, et je sais que ce sera le cas, le président de la République fera un deuxième mandat grâce à Dieu à travers la volonté des Sénégalais. Je vous remercie. Merci.